Sam de Game of Thrones, comme dans la série à succès, est un lanceur d'alerte. En effet, il a fait une découverte effrayante. La Lune est sortie de son orbite et se rapproche dangereusement de la planète Terre, ce qui provoquerait de gigantesques catastrophes. Des hypermarées qui engloutiraient les villes côtières, le Cap Ferré de Guillaume Canet et ses copains, des méga séismes et des éruptions volcaniques aux quatre coins du globe, mais surtout, le dérèglement menstruel de toutes les femmes du monde. Bref, une aubaine pour Always et Nana, mais un combo néfaste pour toutes les Bretonnes. Alors face à ce terrible présage, Sam de Game of Thrones tente de convaincre la communauté scientifique qui lui rit au nez. Qu'à cela ne tienne, il joue la carte des bagels offerts afin de réunir une Dream Team héroïque pour sauver le monde. D'un côté, Catwoman, l'intrépide féline nanardesque, et de l'autre, Ed Warren, l'éminent médium de Conjuring, qui se chargera d'exorciser la lune possédée par les forces du mal à grands coups de crucifix. Le trio embarquera alors dans une navette d'occasion de troisième main en direction de la lune. Mais ce sera sans compter sur le terrible ferrofluide qui la contrôle. Bref, préparez-vous pour le jour d'après l'indépendance de 2012. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette fée des films lunaires avec la BA du dernier Roland Emmerich dans l'épisode 77. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Croissant de douille, quart de douille ou pleine douille? Nos avis, ceux de la presse, c'est parti pour le match retour de Moonfall. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Bonjour et bienvenue dans le match retour de Moonfall, le dernier Roland Emmerich. Après vous avoir exposé nos attentes autour de Sabea, sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film, ma team de spationautes explorateurs de douille. Erwan est là aujourd'hui, Erwan qui, quand il est dans l'espace, occupe dans la navette le rôle de chercheur d'eau, car qui dit eau, dit vie, et qui dit vie, dit espoir. Salut Erwan. Salut Robin, salut à tous. Petit salut. Kevin, qui lui, dans l'espace, quand il est dans la navette, occupe le rôle de psychologue afin que le vertige face au vide incommensurable des douilles universelles ne détériore pas à jamais nos avis cinéphiles. Salut Kevin. Salut, méfiez-vous de votre surmoi. Oh. Et William, Hello. qui n'était pas présent avec nous pour notre dernière expédition lunaire, mais qui, quand il vient dans l'espace avec nous, occupe le rôle de... Bah peut-être le pote qui est un peu là sans trop savoir pourquoi quoi. Le sidekick. Mais je crois que quand tu étais avec nous pour passager numéro 4, c'était un peu ce rôle-là. C'était un peu ça aussi, ouais. Qu'est-ce que je fais là? Enfin voilà, aujourd'hui, match retour autour de ce chef-d'œuvre, ce banger, qui est Moonfall de Roland Emmerich. Écoutez, vous le savez, hein, durant notre dernière expédition lunaire, nous avons perdu quelques-uns de nos collègues. Bon, ils ne sont pas morts, heureusement. Mais que deviennent-ils? Écoute, pas encore, mais Jean-Mi, il y a moyen que... Écoute, on aura normalement des nouvelles d'eux dans Parce le que prochain Jean-Mi est parti sans sa caisse de pastis. Oui, Ouais. d'ailleurs, merci pour le cadeau. Mais on aura peut-être des nouvelles d'eux là prochainement dans le prochain épisode BA. J'espère parce que je m'inquiète un peu. Je crois qu'il y a des télégrammes qui vont arriver et qui vont un peu tenir faire office de journal de Ils vont bord. encore partir, descendre de la navette et crier Romain. C'était très terrible. J'en pleure encore. Raisonne, mais je sais qu'ils vont très bien. Là, ils sont en train de, je crois, traverser l'Afrique à pied pour nous rejoindre. Voilà. Mais parmi eux, il y avait aussi El Calculator qui, normalement, nous dit combien de taux de spoil on se situe pour cet épisode. Écoutez, je vais vous la faire courte. Cet épisode, on va spoiler à fond. Comme des gros bâtards. Voilà. Parce que de toute manière, est-ce qu'on va vous convaincre d'aller voir le film? Comme ça, vous n'irez pas voir le film. Voilà. Franchement, allez-y. Hein. Non, on va faire notre BA aujourd'hui en vous empêchant d'aller voir ce film et on va vous dire pourquoi, en avis, en critique. On vous dira évidemment ce que le film est vraiment, parce que l'histoire vraie de la réalité, j'ai l'impression que notre film était beaucoup mieux que ce que c'est en vrai. On vous voilà, douille ou pas douille. Il y aura la revue de presse de Kevin comme d'habitude et puis voilà, nos critiques, elles arrivent tout de suite et on va tout de suite lancer l'histoire vraie de la vraie réalité. C'est moi qui vais l'activer pour le coup, on n'a pas le calculateur, mais la roue de la chance qui va déterminer au hasard qui de nous quatre va résumer le film d'aujourd'hui. Allez, on la lance. C'est quand même triste que tu dois le faire à la manivelle en ce moment. Voilà, c'est triste. Non, putain. Romain. Ah, fuck. Putain, mais on dirait que c'est un fait exprès, quoi. En plus, moi, je l'ai pas vu, je l'ai vu à un moment, là. Mais t'inquiète, on va t'aider. Je l'ai pas vu. Malheureusement, j'ai vu cette merde. Mais bon, écoutez, le film. Alors,
suite à une expédition avec Patrick Wilson et Alberi qui sont dans l'espace pour réparer un satellite. Et un Mexicain. Et un gars Osef qui est là juste pour servir de chair à canon. Qu'est-ce qui se passe Oui, donc là on est 10 ans avant, donc on est en 2011. Ouais, 2011. Donc juste avant la fin du monde. Parce que juste 2012, avant 2012. C'est vrai, 2012 après la fin du il monde. n'y a pas de cohérence dans le cinéma de Roland Emmerich déjà pour commencer. Y a Premier pas de point multivers, néfaste, négatif. Alors... écoutez, ils se font attaquer par une espèce de ferrofluide, c'est une espèce de truc d'attaque de pixels quoi. C'est noir. Trop bizarre. On dirait un fantôme de Ghostbusters. Enfin bon bref, ça tue le pauvre gars qui était là, qui avait rien demandé. Bref, ils rentrent chez eux, personne ne veut croire l'attaque parce que Patrick Wilson en est le seul témoin parce qu'à ce moment-là Alberi il était tombé un peu dans les pommes. Ouais mais il a un passif parce que comme lui il voit des fantômes tout le temps, du coup on lui dit mais arrête, c'est bon, Oui. on te connaît là, avec tes histoires. La dernière fois là, avec la NASA avec une poupée en disant mais je vous dis qu'elle est dangereuse. Regardez, elle bouge. Donc bref, il la croit pas. Lui, du coup, il sombre un peu, quoi. C'est le déclin pour ce héros américain qui finalement n'en est pas, reconnu comme héros. Au contraire, il passe un peu pour un fou, quoi. Bref, la vie continue 10 ans plus tard. Ah oui, parce qu'entre-temps aussi, il y a sa famille, il y a son fils, il y a sa machin, parce que forcément, dans un film de Roland Emmerich, il y a son père-fils. Voilà, il y a l'histoire un peu conflictuelle entre père-fils, quoi, qu'on a retrouvé dans tous ses films. Il divorce de sa femme, blablabla. J'ai l'impression de m'embourber. Mais tu sais que Roland Emmerich lui-même s'est embourbé, donc ah oui, pas la le lune, seul. parce que oui, le pixel est parti creuser un trou dans la lune. Ah oui, c'est vrai, oui. Voilà. C'est ça. C'est un pixel taupe. Le ferrofluide, c'est carrément une taupe, quoi. Il s'est embourbé comme ça, il a fait un gros trou dans la lune. C'est lune. une foreuse, ouais, limite, c'est très beau. 10 ans plus tard, alors qu'est-ce qui se passe 10 ans plus tard évidemment, il va se passer un truc avec la Lune, c'est qu'elle va se décrocher de son orbite. La NASA va s'en rendre compte, mais le premier à s'en rendre compte, ça sera Sam de Game of Thrones. On en reparlera, mais on sait pas trop qui c'est lui, mais bon, il organise des réunions. Voilà, c'est un méga structuriste. Casey Houseman, si vous voulez son nom dans le film, mais voilà, Sam de Game of Thrones, qui finalement, c'est une espèce de conspirationniste méga structuriste. Attention, parce que il y a des bails un peu plus tard. Il y a des catégories de conspirationnistes et lui il fait partie des méga structuristes, la famille des méga structuristes qui pensent que la Lune est simplement une méga structure. Et quand il se rend compte que la Lune, mais c'est quoi une méga structure? C'est l'étoile noire en fait. C'est l'étoile, là, c'est ça. Ouais, c'est une structure qui exploite l'énergie d'une naine blanche capturée par. Exactement, parce que c'est ça la vérité scientifique derrière ce film. Voilà, vous voyez déjà où est-ce qu'on va là. Voilà, là, on est en train de se perdre. Je suis en train de me perdre et j'en suis qu'à 5 minutes de film et j'en ai déjà marre. J'ai envie de partir de la salle. Voilà, il va prévenir la NASA qui évidemment ne va pas le croire. Donc il va se rattacher à Patrick Wilson parce qu'entre deux perdus là, de la communauté scientifique, évidemment, ils vont se retrouver. Et effectivement, la Lune s'est décrochée de son orbite et va créer le chaos sur Terre. Des séismes, des raz-de-marée. Voilà, les femmes vont très bien. Nous, c'était notre délire à nous, mais bon, il n'y a pas Pourtant, de ça. dans le film, je vois pas mal de femmes qui se tiennent le ventre. Oui, mais par contre, elles font pas de mayonnaise. C'est vrai que j'aurais aimé une scène où ils essaient de faire de la mayonnaise. Mais je ne comprends pas, ça ne marche pas. Mais que se passe-t-il enfin, Régis? Ma mouche au chocolat est complètement ratée. Les œufs ne montent pas en neige, certainement à cause de la Lune. Bref, la Lune se rapproche, c'est le chaos évidemment. La NASA ne croit pas en eux, du moins ils ne croient pas en leur solution. S'ils envoient d'abord une première expédition qui se fait casser la gueule par le ferrofluide, parce qu'évidemment elle est friande d'humains dans des appareils électroniques. Attention, c'est très précis, elle ne mange que ça. C'est une je sais pas comment on peut lui... Je ne mange que des haricots verts mais casse-grains en conserve. C'est simple. Voilà. Elle aime qu'on s'est bien fourré, quoi. Du coup, elle n'aime que les humains qui font partie de grosses navettes avec tout plein de bip bip de machin, parce qu'on est dans un film où les ordinateurs font bip bip. En fait, je crois que ça c'est corrigé vers la fin du film. En fait, tu comprends, eux ils comprennent que le scénariste avait sorti de sa gueule de bois à ce moment-là. Non mais je crois que eux comprennent qu'en fait c'est pas les appareils électroniques qui vissent mais les humains directement en fait. Oui, mais en fait apparemment de ce que j'ai compris aussi, et ça c'est très con, c'est que elle veut tuer les humains mais ne peut pas repérer les humains s'ils ne sont pas dans un environnement électronique. Ouais. C'est très subtil, c'est un film à plusieurs niveaux, il faut suivre. Bref, tsunami, c'est 2012 sur Terre à ce moment-là. Tsunami, séisme, c'est pas vraiment des tsunamis, c'est gravité, des gravity waves, ils appellent ça en anglais. Tu crois pas une seule seconde. Voilà, tu peux de temps en temps la Lune attire quand elle passe devant. Quand elle passe devant toi, il y a moyen que tu sois aspiré par elle, tu vois, forcément. Oh non, la Lune va nous passer encore dessus. Tu fais tes courses, tu fais oh non, il y a la Lune, accrochez-vous. Surtout que, je me permets d'intervenir, il y a un moment dans le film
où t'as un scientifique qui fait, mais enfin, la Lune n'a pas une force gravitationnelle aussi forte, c'est impossible. Et t'as un mec qui fait. Mais c'est que des cassos de scientifiques, quoi. Et après, t'as Casey qui arrive et qui dit, mais si, parce que c'est une méga structure. Ça explique tout. Ah oui, c'est vrai, il dit ça. C'est une méga structure. Ah bah, si c'est une méga structure. C'est pour ça, du coup, que. Ah oui. Mais on est dans Clichéland, quoi. C'est vraiment. En tout cas, on a les militaires qui ont toujours la même option, hein, c'est-à-dire balancer des missiles. Ouais, voilà. Nucléaire. Super original. Écoutez, Voilà. la Lune arrive, USA. explosons-la à grands coups de missiles nucléaires. Et du coup, l'ancienne associée de Brian, qui est jouée par Alberi, décide d'essayer de mener une deuxième mission dans l'espace avec Brian pour pilote. Essayer d'aller en allant chercher leur navette qui est exposée dans un musée. Ah oui, qui est tagué. Oui, parce que comme les RER. Oui, parce qu'il y a eu pas mal. Parce qu'il n'y a plus de navettes. Ça, on l'a pas dit, mais il n'y a plus de navettes aux États-Unis. Il y a rupture de stock. C'est sûrement le Covid. Hein, Alors non, mais ça pour le coup, c'est une vraie histoire. C'est qu'il n'y a plus ces navettes là parce que Columbia et Challenger ont explosé. On s'est rendu compte que c'était des modèles pas fiables. Oui, mais ça veut pas dire que dans le monde il n'y a plus de navettes. Des navettes qui peuvent décoller comme ça. Ouais. Moi, j'avoue, j'en vois non, pas mais ce que je veux dire, c'est que du coup, hein. ils se sont dit, ah mince, on n'a plus de navettes qu'est-ce qu'on va faire aux États-Unis. quoi. On va quand même pas aller en Guyane. Bah j'avoue, c'est comme si un jour t'avais plus de moyen de transport, tu sais putain, mais comment je vais faire? Et tu vas au musée, tu vas prendre une charrette, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et bon, voilà, ils prennent la navette, ils vont sauver le monde à 3, alors que l'autre, il a aucune formation. Sam de Game of Thrones, il a 0 formation. C'est un gars qui traîne sur son ordinateur. Attends, non, si, il a un double décimètre. Non, mais le mec, il a aucune formation et c'est lui qui fait tous les boutons que tu vois partout, oui. tu sais, dans les. Oui, c'est William Ting, par contre. je pas précisé ça. C'est quand même un mec qui arrive et qui regarde sur un écran et dit scientifique de la NASA? Oui, vos calculs sont pas bons, hein, excusez-moi. La retenue, tu l'as pas mise et tout. Il fait, mais bravo, vous êtes trop fort. Enfin bon, bref. Ça pue la merde. Mais en fait, après, t'apprends qu'il est pas docteur. Ils ont pas respecté les priorités entre les opérations aussi. C'est de la couille. C'est de la couille. Bref, le monde se détruit. Ce sont les 3 seuls qui peuvent aller sauver le monde. Donc en direction de la Lune, hein, ils y vont. Non, parce que pourquoi c'est les 3 seuls? Parce que tout le monde dit non, on va aller se cacher. Tout le monde s'est barré. Mais tu vas te cacher où? Ah non, mais ça, je vais dans le Colorado. Mais c'est-à-dire qu'en fait, la Lune, elle fonce sur la Terre, donc même au plus profond des bunkers, t'es mort. Donc, mais je comprends pas tous ces gens qui disent bah, on va dans le Colorado, mais tu vas pas mieux te cacher dans le Colorado. En plus, il y a des risques d'avalanche. C'est très safe le Colorado, de ce que j'ai entendu. Bah pas vraiment, parce que tu verras que. Et ils y vont et ils vont sauver la Lune. En parallèle, il y a la famille en bas, évidemment, de divorcés, machin, qui fait son petit bonhomme de chemin, histoire à la con. Les enfants, les qui survivent aux catastrophes, hein, des immeubles qui s'effondrent, des fractures dans la terre. Bref, Roland Emmerich dans toute sa splendeur. Et la Lune, en fait. Et la Lune, en fait, est une méga structure. Mais non, incroyable. Mais il l'avait dit avant tout le monde. C'est quoi une méga structure, Romain? C'est l'étoile. On est dans une boucle. C'est l'étoile de la mort. Et donc ils arrivent et puis voilà, magie du cinéma, ils sauvent la Terre, quoi. Voilà, sacrifice de Sam de Game of Thrones, parce que forcément il a là un rôle déterminant, hein. C'est lui qui sauve la Terre pour empêcher Patrick Wilson d'exorciser la Lune, hein. Voilà. Du coup c'est lui qui se donne comme ça, qui s'offre aux machines. Il a reçu le savoir. Oui, parce qu'en fait, le ferrofluide, oh là là, c'est compliqué, hein. Le ferrofluide, en fait, qui a investi la Lune, ce n'est autre que l'intelligence artificielle d'une civilisation ancienne et lointaine, qui sont en fait nos ancêtres, qui ont peuplé la Terre jadis. Des Gaulois. Et qui ont recréé la Terre. Via ces lunes. Via les lunes, et les lunes qui sont du coup attaquées par le ferrofluide, qui adorent ça, c'est un peu leur dessert préféré, quoi. Ouais. Donc, on est une danette. La Lune est une énorme danette. Nous vivons dans une saucisse et la Lune est une danette. Mais voilà, quoi, c'est le film. Et puis à la fin, évidemment, la famille divorcée limite va se remettre ensemble. Les enfants vont bien, rassurez-vous. Pratiquement toute la moitié de la Terre est morte, mais ça on ne le voit pas. Ils ont très bien survécu, hein. Le Bangladesh, on voit des images, à mon avis, il y en a vu. C'est-à-dire que un peu tous logés à la même enseigne. Je comprends pas comment la Terre a survécu alors que la Lune est clairement à la fin du film à 20 cm de ta gueule, quoi. Bon, ça c'est, tu lèves la main, tu peux la toucher. Puis voilà, puis c'est fin du film, tout est bien qui finit bien. Et puis Sam vit maintenant avec les extraterrestres là-haut, dans la Lune, parce qu'ils ont scanné sa conscience et maintenant c'est un hologramme. C'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà, et puis apparemment il y aura une suite qui certainement n'y aura pas, car le film est un gouffre, un cratère lunaire au box-office, 140 millions de dollars pour même pas 30 millions de recettes mondiales. Ça fait mal. Et c'est compréhensible vu la qualité du film. Et encore, il les mérite passer. Est-ce que j'ai été clair? En même temps, j'ai essayé d'être le plus clair possible. T'as été aussi clair que le film, c'est-à-dire pas trop. Clair comme de la pierre de lune. Bon, voilà.
vous avez compris qu'aujourd'hui, on va pas se prendre au sérieux parce que ce film, clairement, moi, au bout d'un moment, n'en vaut pas le coup. Je suis passé en mode 1000 millième degré, plus que 1000 degrés. C'est un film certainement qui se prend un peu trop au sérieux, mais qui, au final, ne vaut pas un premier degré, une lecture au premier degré. Sinon, à ce moment-là, évidemment, vous serez barré de la salle au bout de 5 minutes. On va passer tout de suite à la comparaison de la BA avec le film et savoir tout simplement si le film est une douille ou pas douille. C'était une douille. C'était pas une douille. Ah, pleine douille, full douille, quart de douille. Douille. Je m'avais même pas envie de faire le tour de la table, quoi. Non, mais pour comparer la BA au film, William, douille ou pas douille? Pas douille, je m'attendais à de la grosse merde, c'était de la grosse merde. Oui, ça va être un pas douille sur l'attente, hein. William, Erwan. Bah non, moi, douille, oui, mais enfin même, c'est-à-dire que c'est là l'exploit, c'est-à-dire que même avec une BA comme ça, j'ai réussi à être douillé, donc on est sur une méga douille, mais comme si la lune était vraiment dans l'atmosphère, quoi. C'est-à-dire qu'on a une immense pleine douille, quoi. Une douille satellitaire. Une douille satellitaire. Putain. Kevin, je te pose quand même la question, même si j'ai déjà pareil, la réponse. mais la douille est gibonde ce soir. Et t'as vu? Et gibonde, elle est pas pleine quand même. Hein. Elle est gibonde. Non, bah c'est encore pire. C'est que je pensais que j'allais au moins m'amuser, mais. Ah oui, non, mais ouais, ça. non. Donc voilà, si on compare. Et toi alors? Bah non, mais si on compare la BA au film, évidemment, c'est un pas douille parce qu'on s'attendait évidemment à une douille de l'espace. Hein. Nous, notre épisode dans l'espace, c'était un peu prétexte comme ça pour emmener Jean-Michel récupérer le cœur de sa Ginette. Hein. Mais oui, non, c'est une pas douille parce qu'on sentait la douille et le film en soi une énorme douille. Une douille de la taille de la Lune, voire même de l'univers entier. C'est un film, à mon avis, qui ne devrait pas exister ou bien qui devrait avoir la mention à regarder seulement à partir d'un certain nombre de grammes d'alcool dans le sang ou bien avec un certain nombre de pétards dans le gosier. Et encore, on va passer tout de suite aux critiques. Voilà, moi, ce que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que ce film a certainement 15 ans de retard. À une époque où le film catastrophe, vu sous cet angle-là par Roland Emmerich, construit comme il l'est, c'est-à-dire avec un scénario complètement patraque, mais limite acceptable pour ce qui est de la catastrophe, même pas tu le ressens parce que la catastrophe du film, c'est le film en lui-même, c'est même pas les scènes qu'on le voit. Le film est catastrophique, mais les scènes, je trouve, catastrophiques, elles existent très peu. Et quand elles existent, elles sont ridicules. Elles sont un peu ridicules, elles sont même pas grandioses, alors que tu vois, dans le jour d'après, t'avais quand même des trucs assez grandioses. T'avais des plans de la Terre, là, tu sais même pas. On s'attarde juste sur les États-Unis, même pas juste sur la ville de New York, même. Hein. Ouais, c'est nul. Mais voilà, et puis le scénario est nul à chier, les dialogues sont nuls à chier. Et je pense que le film a 15 ans de retard parce que cette façon de raconter le film catastrophe aujourd'hui n'est plus la même. Aujourd'hui, le film catastrophe, il est sur votre télé directement. En fait, c'est ça, on a franchi un cap. Aujourd'hui, la catastrophe est sur la télé. Donc, le film catastrophe, du coup, au cinéma, a un impact un peu plus pensé, politique. Je pense notamment à Don't Look Up. Hein. Moonfall, pour moi, est l'inverse de Don't Look Up. Don't Look Up a l'intelligence, justement, de mettre le film catastrophe en fond pour en faire un brûlot politique, hein, clairement, sur nous qui avons des œillères sur la crise écologique. Là, Moonfall réutilise les codes du jour d'après 2012, c'est-à-dire des films qui datent de la décennie 2010, quoi. Donc il y a déjà 15 ans, quoi. Sauf que c'est trop tard. Du coup, on est face à un réalisateur qui est vieilli, qui a une réalisation complètement conne et... Enfin, je sais pas, écoutez... En fait, je vais rebondir sur ce que tu disais, parce que tu disais les films catastrophes aujourd'hui, ils se voient à la télé. Et en fait, le problème, c'est qu'on est allé voir au cinéma un film qu'on aurait dû voir sur NT1, quoi. Et encore, même pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce genre de téléfilm un peu catastrophe, tu sais, le truc avec les avions, généralement, ça se passe toujours dans un avion. C'est les mecs qui sont dans un avion, et puis d'un coup, oh là là, il va y avoir un crash et tout. et en fait, ce genre de film, enfin, il n'y a pas de souci. Si tu tombes sur NT1 et tout, tu vas pas le regarder, tu vas te dire, bon bah... Il a lieu d'être, hein. Il est là sur NT1. Il est sur la bonne chaîne. Voilà, et là le problème c'est qu'on allait le voir au ciné et que ce film se donnait des... Comment on appelle ça, des airs, pas des airs, des objectifs, des ambitions. Des ambitions. C'est-à-dire que ce film avait de l'ambition. Quand tu commences à regarder le film, tu dis ok, le mec va essayer de surfer un peu sur la vague Interstellar, tous ces films un peu science-fiction où c'est un peu complexe et on va aller inventer quelque chose, enfin... Et bon, voilà. Après, tu regardes le film et tu fais bon, bah en fait, j'aurais été bien dans mon canapé devant NT1, devant un film d'avion. Bah, surtout que c'est hyper suranné, mais comme tu disais, Romain, moi je trouve que le film a du retard aussi parce que c'est dans les valeurs et la manière dont il présente les choses qu'il est
hyper vieux, quoi. On a quand même un héros qui est un père célibataire, qui est fan de mécanique, qui est à moitié clodo, mais qui a quand même l'argent pour avoir une belle Mustang et pour avoir une belle moto et pour avoir sa belle petite veste en cuir et qui a un peu la barbe pas trop rasée, mais qui est trop badass. Ouais. Le mec a tout vu, Marcel Vincent les a vus, quoi. Et ça, c'est des archétypes de persos qui peuvent plus exister aujourd'hui. Enfin, il s'est passé trop de trucs dans le monde et surtout aux États-Unis pour que ce héros américain-là, c'est un peu l'équivalent du Tom Cruise du jour d'après, pas du jour d'après de la Guerre des Mondes, pardon. Oui. Où sauf que dans la Guerre des Mondes, c'est mieux foutu. Hein. Là, tu parles d'un film de réal, à la limite. Oui, mais je veux dire, l'archétype du perso. Cet archétype-là ne peut plus marcher, quoi. Pareil pour l'archétype de Alberi, mère célibataire, qui était marié avant avec un militaire, militaire haut gradé, etc. Enfin, c'est que des symboles comme ça qui fonctionnent pas et qu'en plus, moi, je trouve que t'as l'ingérence de la Chine dans le film qui, moi, m'a un peu gêné aussi. C'est que je trouve qu'il y a pas mal de séquences où c'est vraiment politiquement, tu vois, parlant, c'est nous les Chinois, on est trop forts. Parce que dans le scénario, pour rappel, le film est produit en grande partie par la Chine. Il est coproduit et beaucoup même. Ils ont mis beaucoup d'argent. Parce que pour rappel, dans le scénar, à un moment, ils disent mais comment on va atterrir sur la Lune ? On n'a plus de bidule alunissage. Moi, je suis chinois. Et voilà, la fille au père de Alberi, enfin au début on personnage fonction numéro 4. Au début on croit que c'est sa meuf. 90 hein, je crois. Mais en fait c'est sa fille au père. Ouais. Elle apprend au petit gamin, le petit américain lui apprend à parler chinois. Enfin, je veux dire, il y a plein de petits détails comme ça qui s'accumulent. Ouais. À un moment ils montent, oh là là, en Asie du Sud-Est, ils se prennent plein de tsunamis dans la gueule. Et tu vois une image vite fait, je suis sûr que c'est le Japon qui prend cher, tu vois. C'est sûr. Non mais c'est sûr. Je suis persuadé parce que la Chine est en mode, enfin. Moi, ça me gêne quand un pays, quand t'as un studio d'un pays est trop pour ce pays-là, quoi. C'est un peu propagande. Là, pour moi, ça fait un peu, avec les Chinois, on arrondit les angles. Ouais, il faut du prosélytisme de ouf. Et moi, ça me gêne beaucoup, tu vois. Alors, l'avantage. Oui, pardon. Oui. Bah, l'avantage, c'est que du coup, comment dire, c'est. Tous les placements produits sont beaucoup plus smooth, quoi. Ils sont tous des Huawei. Du coup, les Lexus, Elon Musk, un petit big up à Elon Musk à un moment sur SpaceX. Ça suce la bite à Elon Musk tout le long du film. Mais tout ça, du coup, ça devient presque secondaire. Et tu dis, je le pardonne, vu que. Mais moi, je pardonne pas parce qu'au fait, non, mais c'est nul, c'est horrible. Pour moi, c'est parce que le film est nul à chier. Vas-y qu'on passe en mode sport sur la Lexus. Et tout le monde sera d'accord pour le dire, mais c'est que quand dans un film comme ça, qui est pensé comme une grosse production, un gros film qui a été vu par plein de gens, il se permet de glisser des petites quenelles comme ça en mode bim, voilà, la Chine c'est bien, etc. Même les Américains ils apprennent à parler chinois, nous la Chine on va vous aider à aller sur la Lune, tac tac. Bah je sais pas, moi je trouve ça gênant, tu vois. Je trouve que c'est problématique quand le cinéma ça a toujours été politique et même le cinéma divertissement, même si les gens en général est forcément politique. Même si les gens s'en rendent pas forcément compte, mais là ça va au-delà. Là c'est du prosélytisme comme disait William, c'est que moi ça me gêne. Voilà. Mais William, prosélytisme à fond, toi t'as ressenti. Enfin, je sais que t'as pas passé un bon moment, mais. Non, en fait, déjà, j'ai dû aller 2 fois au cinéma pour le voir ce film. What ? Tu l'as vu 2 fois ? Non, j'ai dû aller 2 fois au cinéma. J'ai pas dit que je l'avais vu 2 fois. Je me suis dit, oula, j'ai adoré. La première fois, j'y suis allé et le film avait été mal référencé. Du coup, c'était une séance 4DX. Et donc, c'est la vache. Donc, c'était pas possible. Ouais. Parce que moi, avec mon oreille interne, clairement, tu me retrouves en DC. Dans la salle, sur un siège. Voilà, nous avons un décès dans la salle 4. Et en plus, pour un film catastrophe, je pense que ça doit être l'enfer parce que tu dois prendre de l'eau et des coups toutes les 3 secondes et demie. Donc c'était pas possible. Et la deuxième fois que j'y suis allé, c'était censé être une séance en VO, sauf qu'ils ont un problème, donc ils nous ont passé le film en VF. Ah merde. Et alors là, pour l'anecdote, moi j'y suis allé, mais un peu en mode maso, c'est-à-dire que je savais que c'était de la VF, mais j'avais pas le choix, c'était la seule séance où je pouvais aller. Donc si tu veux, le film avait pas commencé que déjà il m'avait cassé les couilles. Enfin vraiment, t'es là, t'en dire, bon mec, j'ai déjà fait 1 heure de trajet rien que pour voir un film qui n'a pas commencé, qui déjà m'agace, tu vois. Ensuite, j'aime pas trop les films de catastrophe parce que je trouve que ce modèle de le héros au centre de l'histoire, quand le monde entier dépend de lui, c'est un truc qui fonctionne plus. On l'a encore avec les films de super-héros, c'est pour ça que j'aime pas ça. Je trouve que j'aimerais bien qu'on remette un peu genre le collectif au centre des histoires. Ça peut se faire, ça existe, et puis moi je pense que ça serait beaucoup plus intéressant que toujours d'avoir ce personnage pour qui en fait à la fin t'es censé être content, alors que t'en dire mais mec, il y a des millions de gens qui sont morts autour de toi, je peux pas être content à la fin du film. Et parce ça c'est pas montré dans le film, à aucun moment on voit pas l'impact de la Lune sur la Terre en fait. Sur celui-là c'est pas trop montré, mais par exemple dans les précédents genre 2000 qu'il avait fait avant, 2012 ou Independence Day, je trouvais que tu vois ça il y avait déjà plus un message, il y avait déjà un truc quand même. T'avais plus de scènes globalisantes. Ça reste à discuter sur la qualité, mais il y avait déjà quand même un truc. Là il y
y a rien, il y a que dalle. Ensuite, ce que je n'aime pas dans ce film, bon, déjà, c'est l'écriture des personnages, c'est-à-dire qu'il y en a pas un seul pour qui tu peux avoir de l'affection. C'est-à-dire que Brian, le personnage principal, il est insupportable du début à la fin. Son gamin, il est insupportable du début à la fin. Alberi, elle sert à rien. Le complotiste Casey, je suis désolé, mais moi ce gars-là, je sais pas, il fait 40 degrés dehors, il tape à ma porte, je le laisse pas entrer. Tu vois ce que je veux dire? Non mais Crève. Non mais vraiment, il est insupportable. Et bonjour, avez-vous entendu parler des mégastructures? Non mais voilà, c'est vraiment, t'as pas un personnage que t'as envie de sauver. Donc quand la Terre elle va s'écraser, tu vas te dire oui bah voilà. Défonce-les parce qu'ils sont tous cons. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Le général, j'en parle même pas. Enfin, ils cherchent même pas à mettre de la tension en fait. Ouais, parce voilà, qu'ensuite, t'as la lune qui vient. On voit même pas on voit personne paniquer. On voit personne se. On voit un peu des scènes de vite fait. pillage. Il y a un moment de Mad Max dans la neige. Vite Oui, fait. ouais. Ensuite, alors ça, attends, faut qu'on en parle aussi. Il y a des bandits qui les poursuivent à un moment là, qui les lâchent pas. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ensuite, on a des personnages secondaires donc qui ne servent à rien. Je parlerai pas du beau-père qui est un personnage fonction, qui est juste là pour être sacrifié à la fin. Enfin, de la jeune fille au père. Moi, pour te dire, cette actrice là qui joue la jeune fille au père, qui apprend le chinois au gamin. Pendant le film, j'ai oublié qui c'était. C'est-à-dire qu'au début du film, j'ai fait ok, donc ça c'est Michel, machin, trier. Et à la fin, quand je l'ai revu, je me suis dit, putain, c'est qui elle déjà? Ah merde, j'ai oublié. Donc pour te dire à quel point les personnages m'ont pas marqué, il y a une phrase dans le film qui pour moi résume tout. T'as un moment, t'as le personnage principal qui récupère la connaissance des extraterrestres. Il explique, des humains. Des ancêtres. Voilà, oui, mais c'est des extraterrestres en dehors de la Terre, du coup. C'est vrai. Sémantiquement, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais du coup, t'as Brian qui essaye de leur expliquer. Et t'as Casey qui dit à Brian qui fait mais enfin Brian, ce que tu racontes n'a pas de sens. Et j'étais là dans le cinéma genre ouais mec, ce que tu racontes n'a aucun sens, tu as aucun putain de sens. Et pour finir, moi ce qui m'a beaucoup dérangé aussi, c'est que autant sur les autres films d'Emmerich que t'aimes ou que t'aimes pas, il y avait un côté divertissant et parfois plutôt bien ficelé. Là je trouve que même dans la réalisation t'as l'impression qu'il sait pas ce qu'il fait. Non. Je vais donner un exemple. Il y a une scène qui est au début du film, Casey découvre donc que l'orbite est en train de décliner pour la Lune, il décide d'appeler la NASA, donc il appelle au standard, et t'as une nana qui lui répond mec, moi je vends des mugs et des posters, je peux pas te passer le directeur. Bon, n'importe quel réalisateur un peu sensé aurait fait un plan sur Casey qui appelle, et une voix off qui fait ouais mec je peux pas t'aider, et raccroche. Emmerich, il fait un plan de la standardiste qui répond. Ça a aucun sens, c'est-à-dire que vraiment il a payé une comédienne, il a fait un casting. C'est les Chinois qui ont payé, on s'en fout. Ouais. Elle est bien éclairée le magasin en plus. Hein. Voilà, ils ont monté un décor, ils ont éclairé, enfin il a fallu monter cette scène, faire un montage des directs pour le son, mixer, t'as envie de dire mec pour une phrase qui n'a que pour seul but de dire je peux pas te passer le directeur c'est pour... une blague. Mais alors, tu te rends compte la dépense d'énergie et de temps pour un plan qui ne sert à rien et tu te dis et tout le film est comme ça. Mais si, parce que pour lui c'est un fusil de Tchekhov en fait, parce que comme après il retourne dans cette boutique pour aller chercher la navette spatiale ancienne, là je sais pas comment. T'es sûr que c'est ça? Mais en fait ce film est bourré d'anti-fusil de Tchekhov ou de faux ou de fusil de Tchekhov inutiles. C'est-à-dire qu'en fait tout ce que tu penses être utile ne reviendra pas dans le film, tout ce que tu vois qui est inutile reviendra dans le film. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de personnages. Tellement qu'à un moment, t'arrives plus à suivre. C'est-à-dire qu'il y a des gamines, on sait pas qui c'est. Voilà, alors t'as 3 personnages principaux, t'as des personnages secondaires autour de l'équipe de la NASA, t'as des personnages secondaires autour de la famille du héros, t'as des personnages secondaires qui attaquent la famille du héros pendant qu'eux ils sont... Enfin, ça fait trop. Il y a un moment, moi j'en pouvais plus. T'as trop d'informations inutiles qui servent à rien. C'est très laid. Franchement, le film, il est moche. Il est laid, c'est dégueulasse quoi. Enfin, pour moi, c'est le principal problème du film, et avant même les Chinois, alors que pourtant, je suis pas très fan des Chinois de base. Mais... ça là, on va la garder. Hein. Pas des Chinois en eux-mêmes, mais je veux dire de tout ce qui est du gouvernement chinois. Ah oui, ok, précise. Je veux pas avoir de problème. Tout ce qui est la politique chinoise et tout ce qui s'en suit. Le pays, on parle du pays. Voilà. Et l'idéologie. Pas des Chinois en eux-mêmes qui au demeurant sont très gentils. J'ai un très bon ami chinois moi-même. Ouais, j'adore la bouffe. J'adore la bouffe chinoise. J'ai moi-même un ami chinois. Voilà. J'ai mangé des nems. Ah, c'est pas chinois. Bon, bah tant pis. Allez. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'en fait, le mec a voulu tout mettre dans son film. Ouais. Et c'est le bordel, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, un film catastrophe, normalement, je sais pas, tu prends quoi? Tu prends 2-3 personnages, ils sont plus ou moins liés, et puis du coup, si jamais tu dois avoir un père et son fils, et t'as son père
et le fils, et puis t'as 2 intrigues, et puis c'est tout, on s'arrête là. Là, il y a 1 million d'intrigues. Il y a le beau-père qui est dans le bunker, t'as le fils qui est avec l'autre fils, et ils sont avec la belle famille, et ces trucs mûches, et puis ils sont dans le quoi déjà, Aspen, dans le Colorado. Voilà. Tu suis le général qui doit balancer les missiles, enfin, il y a trop de sous-intrigues. Tu suis le mec qui est dans l'espace, et puis tu suis machin, et puis en fait, tout. Rien ne marche en fait. Il y a un moment où il y a des moments où tu te dis bon ok je suis dans l'espace, ok qu'est-ce qui va se passer, non hop tu reviens sur Terre et tu fais mais j'ai pas envie d'aller sur Terre, laissez-moi dans l'espace là. Enfin, c'est le bordel. Après c'est vrai qu'il y a trop de persos parce que comme il veut, parce que Emmerich il aime bien la famille quand même, ça fait longtemps qu'il fait des trucs dans Independence Day, il y avait tout le truc avec la mère et le fils de Will Smith etc. Mais là il a voulu mettre des familles à tout le monde. Oui. Tout le monde a sa famille. Oui. Alors il y a Alberic qui a son fils qui est séparé de son père qui est général, je sais pas ce qu'il est. On sait pas ce qu'il est parce qu'il a un grand pouvoir, mais on le découvre qu'à la fin. Colonel, je sais pas ce qu'il fait. T'as Sam de Game of Thrones, sa mère, malheureusement elle a Alzheimer. Tu te dis un peu d'émotion, on s'en bat les couilles. Ça justifie juste le fait qu'il se sacrifie à la fin. T'as bien sûr t'as Bran et puis sa famille dysfonctionnelle. Et voilà, il y a toutes ces familles qui sont là. Et à un moment, toutes les familles des gens qui sont dans l'espace sont réunies. Pour une raison, on s'en bat les couilles. À la fin, ils sont réunis au même endroit. La Terre est grande, hein. La Lune est grande, hein. Mais ils trouvent le moyen de se réunir au même endroit. Mais ça se finit quand même. La Lune, elle a 2 mètres du sol et ils atterrissent à Aspen. À la fin, ils sautent de la Lune, ils atterrissent sur la Terre, gros limite. Ils sont là. Salut. T'as même comment il s'appelle le bâtiment là, le truc de King Kong, l'Empire State Building, qui est aussi dans le Colorado. C'est de la chance, mais qui est aussi dans le Colorado. C'est retourné. Mais non, c'est d'une connerie abyssale. Mais pourquoi la grand-mère, tu vois? Enfin, pourquoi est-ce que tu viens rajouter une intrigue? En fait, il y a plein d'intrigues. Il y a des intrigues de partout. Il y en a aucune qui est creusée. C'est avec le cul. Le mec voulait certainement rajouter un background émotionnel, enfin bref, ça marche pas. Nous impliquer directement dans le film. Le problème c'est qu'on y sort du film très rapidement et on n'a pas envie de s'impliquer. Moi je me baigne pas dans la même piscine que ces gens-là, hein. Non c'est mort. Non mais le scénario a été écrit avec le cul, mais littéralement, c'est-à-dire qu'ils se sont mis un stylo dans le cul. Vas-y, on va dire un dernier point avec Kevin et après on va passer à la revue de presse. Parce qu'on parle de plein de trucs là, mais il y a un truc important, je pense qu'il faut qu'on y revienne. C'est que la macro-intrigue du truc. Déjà, tu m'as saoulé. Il faut y penser, tu vois. C'est que c'est quand même raison. Des gens, des humains dans l'espace loin, tu vois, qui a très longtemps. Ils se sont fait niquer. Du coup, ils ont créé des lunes. Et ces lunes servaient à transmettre l'ADN, à créer des planètes. Et pourquoi je veux parler de ça? Parce que t'as une scène du film qui est incroyable, où tu vois la lune arriver dans l'espace, enfin dans la méga structure, avant que ce soit la lune. Et t'as la planète qui se crée. Et la planète se crée, t'as une timelapse et tout, les montagnes poussent, t'as l'eau qui arrive, et d'un coup, t'as la lune qui sort de l'horizon qui sort. Et là j'étais mort de rire. Et moi j'étais là dans la salle, je fais ok d'accord, et les dinosaures ils sont où? Enfin... Non mais j'étais what the fuck, les mecs ils sont allés trop loin dans leur délire, ça va trop loin. Et en plus quel est le message du film finalement? C'est est-ce que du coup les complotistes ont raison? C'est-à-dire que les complotistes ont raison. Les complotistes ont raison, mais du coup les cathos aussi ont raison parce que les dinosaures n'ont jamais existé puisqu'il y a eu la création. Enfin c'est. En vrai c'est aussi problématique là-dessus. Quel message tu vois? On est quand même dans aujourd'hui il y a beaucoup de théories du complot qui deviennent de plus en plus populaires parce que les réseaux sociaux, parce que ça s'entend, etc. La Terre plate, la Terre creuse. Enfin, vous les connaissez, il y en a plein. Et là, basiquement, ils sont en train de te faire un film complotiste. Parce que je suis sûr que cette histoire de mégastructure de la Lune, c'est une théorie des complots quelque part. Je suis sûr qu'elle est quelque part. Ah oui, les mégastructuristes, à mon avis, ils existent vraiment. Oui, et là, les mégastructuristes sont en train de se dire putain, enfin, un film qui parle de nous, c'est la vérité et tout. Et je suis persuadé qu'à la suite de ce film, t'as une petite partie de gens que ça, qui vont être tellement convaincus dans leur truc. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça problématique. Oui, qui pourraient se faire avoir, genre tiens, ça a l'air marrant, je vais regarder. Ouais, je sais pas. Et après, tu te fais avoir par l'algorithme YouTube, tu sais, tu te rends tu fasses un et là, tu lis toi des documentaires où il est méga structuré et tout, et tu tombes dedans, tu vois. Que tu fasses un personnage complotiste, mais qui au final a raison et tout le monde lui dit ah putain, t'avais raison depuis le début, on aurait dû t'écouter, tu vois, c'est gênant. C'est-à-dire que qu'il ait raison, mais que il ait raison différemment, c'est-à-dire ah mince, je m'attendais pas à ça, mais en fait c'est autre chose, tu vois. Ok, mais là non, il a raison et il avait raison depuis le début et du coup ça envoie. Il y a une naine blanche. Voilà, et ça envoie un message de en fait vous tous qui avez des théories fumeuses, vous avez peut-être raison. Et ça c'est gênant. Et tu vois, et d'ailleurs j'en parlais avec Johan qui n'est pas là aujourd'hui, mais j'en ai parlé en off de ce film-là avec lui. Et c'est vrai que ce coup du complotiste qui a raison, c'est déjà Independence Day. C'est déjà quelque chose qui est présent chez lui, tu vois, de base. Peut-être que c'est un film biographique de Emmerich, quoi. C'est comme ça qu'il verrait sa vie, tu vois. C'est lui qui est ici. C'est lui, c'est un peu lui qui est ici, c'est un peu lui Will Smith, c'est un peu lui tout ça, quoi. Bref, en tout cas, j'ai envie de résumer ce film en un mot.
c'est de la merde. Voilà. Oh, grosso modo. Bah oui, non, mais clairement. Après, ça fait 4 mots. Après, moi, j'ai vu le film comme un nanar au bout d'un moment, donc ça m'a permis aussi de beaucoup rigoler. Au bout d'un moment, vraiment, tu te dis, bon, allez, stop, le premier degré, venez, on passe à la case suivante, 8 millième degré, quoi. Et ça, c'était 15 minutes. Et en VF, ça fait encore plus nanar. Oh la vache. Donc là, à ce moment-là, j'ai plus ou moins, entre guillemets, apprécié le film dans le genre nanardesque, quoi. Pour moi, c'est un navet. Parce que le nanar, moi, ça m'attendrit. Et pour moi, c'est accidentel, donc c'est un nanar. Non, oui, mais t'étais attendri par le nanar. C'est nul, mais en vrai, j'ai passé plutôt un bon moment. Là, moi, j'ai même pas passé un bon moment. C'est ça, c'est exactement ça. Pendant 2h10, j'ai eu qu'une envie, c'était de me barrer de la salle. T'as pas rigolé, à part les moments où tu te dis, bah, c'est tellement ridicule que je peux pas faire autre chose que rigoler. Mais alors que le nanar, il te fait rire de façon un peu. Attendri, c'est ça. De bon cœur. En fait, le nanar, pitié, tu vois. La raison, pas voulu à la base. Pour qu'un nanar fonctionne, il faut que tu apprécies avoir vu le film. Parce que tu te dis, bah en fait, c'était marrant. Bah, je là, j'ai pas apprécié. Je sauvegarde un peu ça de ma séance. J'ai rien apprécié du tout. J'ai beaucoup rigolé. Dommage que j'étais pas sous drogue. C'est peut-être ton nanar à toi. Peut-être que l'erreur qu'on a fait, c'est de pas le regarder après l'apéro. Ouais. J'ai vu sobre, malheureusement. Et pourtant, moi, je l'ai vu dans d'autres conditions. Mais... ouais, voilà, on va résumer ce film en disant que c'était de la merde, qu'on vous conseille pas d'y aller. Par contre, ceux qui y sont allés, c'est les journalistes, parce que c'est leur travail, c'est comme nous, on n'a pas le choix. Oh là, j'ai hâte de voir l'avis des cahiers du cinéma. Kevin va nous faire un résumé un peu de tout ce qui s'est dit dans la presse dernièrement autour de ce film. C'est la revue de presse. 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 Alors je me permets de lancer les paris. À mon avis, il y a aucun magazine, même le pauvre magazine local perdu dans le Berrichon qui a apprécié le film. Même fakenews.fr. Et bah détrompe-toi. Non, c'est pas possible, j'y crois. Bah détrompe-toi. Bah, à part Chine Magazine, non. Et bah détrompe-toi. Il y a des critiques professionnels qui ont apprécié le film. 20 minutes. Pas possible, ils ont été payés. C'est news. D'abord, je vais faire. Toi, arrête de lire mon téléphone. J'ai rien lu. Les deux premiers, c'est 20 minutes et c'est news. Mais d'abord les notes. Recadrons un peu les choses. Sur Rotten Tomatoes, note extrêmement élevée de 38%. Ah oui. Ah ouais, quand même. C'est-à-dire nul à chier, quoi. C'est un 3 sur 10, hein, c'est un 4 sur 10. En dessous de 70, on peut déjà dire que c'est un peu... Metacritic, on est à 41. Et Allociné, on a 2,4. Ah, ça se tient pour 2,4, c'est presque la moyenne. 2,4 sur Allociné. Oui, mais c'est ce que tu disais, Allociné, c'est eux qui refont un peu les notes. Il y a la corruption, monsieur, je suis désolé. Non, mais à mon avis, t'as des complotistes qui ont mis 5. Après, il faut savoir que effectivement, les notes sur Allociné, les notes chiffrées étoiles, quoi, sont pas forcément les notes directes des journaux, des articles, parce que selon l'article, les Allociné décident combien d'étoiles ça vaut. Ah oui, voilà. Ok. Voilà. Ouais, mais ils avaient une OP, c'est pas possible. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas tout le monde qui a aimé. Mais il y en a qui ont aimé, comme 20 minutes. Roland Emmerich s'amuse toujours autant à tout casser et on a l'impression d'être invité chez lui pour partager ses jouets. Moonfall n'a pas d'autre ambition que cela, mais la remplit parfaitement. Même pas. Même pas. Parce que faux. Quand on faisait la BA, moi je savais, on savait très bien que ça allait être de la merde évidemment, mais je m'attendais quand même à du grandiose dans la destruction, parce que j'adore ça, moi, voir des immeubles s'effondrer, la terre se soulever, je sais pas, des vagues, des tsunamis. T'as des vagues gravitationnelles. Tu ne vois que ça, c'est tout. Oui, d'ailleurs, pourquoi les vagues gravitationnelles, c'était trop simple de faire un tsunami, enfin... Je sais pas gros, je sais pas. Ouais, mais on sait pas. C'est news. Non dépourvu d'humour, Moonfall use à merveille de ses 140 millions de dollars de budget, soit environ 125 millions d'euros. Il offre des sensations fortes, fait réfléchir le spectateur tout en parvenant à l'émouvoir. Alors, j'aimerais faire un message personnel à CNews. Engagez des journalistes cinéma, s'il vous plaît. Parce que vos junkies là... c'est juste dire des chiffres et dire ouais, c'est cool. Franchement, on peut faire ça. C'est pas possible, non mais moi je suis désolé, il y a des valises qui sont passées sous le bureau. Non. Je pense qu'on peut mieux faire. Film actu a bien aimé aussi. Moonfall, c'est la surprise de ce début 2022. Ah oui, c'est la surprise. C'est vraiment la surprise de ce début 2022 qui fera le plus grand bien aux amateurs d'un cinéma spectaculaire et décérébré comme on n'en fait plus. Il y a un petit côté nostalgique, on fait plus de films décérébrés, c'était mieux avant. Mais même pas, parce qu'en fait, il se veut cérébrer, enfin c'est bizarre. Il essaye de se cérébrer lui-même. Mais ça marche pas. Mais le Parisien aimait aussi. Moonfall s'avère jubilatoire. Roland Emmerich, devenu expert du genre avec Le Jour d'après ou 2012, nous fait une totale en termes de moments à la fois spectaculaires et anxiogènes.
Il est bien servi par des effets spéciaux aux petits oignons et des comédiens en grande forme. Mais moi j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même film. C'est pas le Covid-19 c'est plus anxiogène que Moonfall. Hein. Et puis des acteurs en grande forme, je veux dire, enfin, à part Patrick Wilson qui fait du Patrick Wilson. Les gens, je sais pas, non, je suis désolé, je ne comprends pas. Ouais. Je ne veux pas de ces gens dans une soirée ou quoi. Les Inrecuptibles. Alors là je vous demande votre attention. Non, je peux pas y croire. Derrière cette vision du cinéma comme une boule neigeuse que le cinéaste agite avec la jouissive frénésie d'un enfant, le film creuse un sillon technosceptique surprenant et en porte-à-faux vis-à-vis de ses qualités d'objet de pure technologie cinématographique. Tu m'as la tête. Déjà, j'ai pas compris. Mais la vie, il est où? La vie, il est entre les bocons de triple. Mais tu sais, c'est souvent le cas avec les Incorruptibles, on sait pas où il est. Les Incorruptibles, les Incorruptibles, ils ont arrêté Al Capone, mais. Les Inrecuptibles. Pardon, excusez-moi, j'ai bafouillé. Non, mais attends. Mais bon, on arrive avec les gens doués de raison quand même, avec écran large. Voilà. D'habitude, on est plutôt raccord avec. J'ai fait exprès de prendre les rares bonnes critiques pour les mettre, quoi, parce que je savais que personne n'allait aimer ce film sinon. Mais bon, écran large. Ici, il n'y a aucune image marquante, aucun money shot iconique. Aucune vision apocalyptique qui réveille comme la Maison Blanche qui explose ou l'ouverture de la Porte des Étoiles. Il n'y a aucun savoir-faire dans la mise en scène pour accompagner les petits humains au milieu des immenses catastrophes, comme la fuite de Los Angeles dans 2012. Il trouve même plus de cinéma dans 2012. Je l'ai pas vu, je sais pas. Il n'y a pas la moindre note de sensibilité et de cinéma comme cet homme de ménage qui ouvrait une porte sur le vide au milieu des ruines de Hollywood dans le jour d'après. Exactement, je suis d'accord. Ou bien la statue de la liberté givrée ou des trucs comme ça, tu vois. Mais là, ça manque de. En fait, t'as que des gens qui disent du jour au lendemain prépare tes valises, on y va. Mais tu vas où? Tu fais quoi? On va au Colorado, on va se faire des petites pistes rouges là. On va se mettre yimbe. T'as aucune scène de non, mais c'est vrai, de panique c'est et un tout. peu la différence d'Emmerich dans le blockbuster américain, c'est qu'il y avait ce côté. Même s'il n'était pas forcément mis au premier plan, mais tu avais quand même une réflexion sur comment ça va impliquer le monde. Avec des plans iconiques, oui. Oui, mais comme tu en avais parlé en plus à la fin du jour d'après, oui, quand les frontières s'inversent, etc. Il y avait derrière des messages cachés politiques ou écologiques. Il y a quand même des trucs. Voilà quoi. Ça reste un film de divertissement, on va pas se mentir. Il y a un message politique, c'est la Chine va tous nous sauver. Mais t'as quand même un effort qui est fait. Elon Musk et la Chine vont tous nous sauver. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Elon Musk président chinois dans 5 ans. Mais bon, Télérama, parce qu'on va peut-être être d'accord avec eux pour une fois. Dans ce nouveau film catastrophe du réalisateur germano-américain, la Lune s'apprête à s'écraser sur la planète. Et Alberi s'ennuie autant que nous. C'est vrai, et j'espère qu'ils ont pris un gros cachet. Parce que franchement. Je poursuis avec les fiches du cinéma. Bon, très court. Un film catastrophe scellé et risible qui en devient presque fascinant. Ah oui, voilà. Ça se rapproche déjà de ce qu'on pense. Et je conclurai avec première, l'aventure terrestre est trop mollassonne et celle dans l'espace est trop absurde. La combinaison des deux ne fonctionne pas vraiment. Moonfall souffre en somme d'un problème d'échelle. Ouais. En parlant de combinaison là. Franchement, j'avais l'impression de voir les Bogdanov dans l'espace, quoi. Tu sais, dans leur émission combinaison argentée et tout, c'est quoi ça s'appelle SpaceX? C'est peut-être un hommage à eux, parce que comme ils sont décédés il y a peu. Ouais. Mais comme ils avaient des théories un peu fumeuses parfois. Mais c'était surprenant quand même. Leur menton est lui-même une méga structure. Ah mais d'ailleurs c'était des ancêtres. Hein, si tu regardes dedans, il y a une naine blanche. C'est Mimimati. Non. La méga structure du menton des Bogdanov est alimentée par Mimimati, une naine blanche. Tire celle-là. Ah, j'ai l'image. Non, mais peu à leur âme, c'est pas bien ce qu'on fait, mais bon, écoutez en même temps. On vous embrasse là-haut. Voilà. C'est à cause de Roland Emmerich, il nous a pas laissé le choix. Bon, bah merci Kevin. Écoute, c'était surprenant. Bon, t'as commenté par 20 minutes et c'est news. À la limite, je veux bien le comprendre, mais il y a eu d'autres magazines. Les Arocs quand même. Hein. Parisien. Ah là là. Parisien. Et ils ont un devoir public, quoi. Enfin, ouais, je sais pas, non, mais. Il doit y avoir des petits marchés en soum-soum derrière, on n'est pas au courant. Je comprendrais pas sinon autrement. Voilà. Bah écoutez, c'était nos avis tranchés sur Moonfall. J'ai déjà oublié le nom du titre. Je pense que je vais très vite le zapper de mon cerveau, cette histoire. Puis voilà, je pense que sur ces belles critiques de la presse, il est déjà temps pour nous de nous dire au revoir. Bah oui. Mystery is an intellectual process, but suspense is essentially an emotional process. Voilà, c'était le match retour de Moonfall, hein. Que du bien.
que du bien à en tirer. J'ai hâte de le revoir sur Canal+. Je l'ai acheté en Blu-ray, je l'ai précommandé. Un petit moment de violence gratuite, ça fait jamais de mal. Ah, je m'achète le Blu-ray, mais direct quand il sort, quoi. Le coffret collector. J'ai trop hâte. Vivement qu'il nous fasse un autre film comme ça, Roland Emmerich. Moonfall 2. Tu sais qu'il y avait des suites qui étaient prévues. Hein, putain, mais quand tu vois le film, tu te dis putain, ils sont en train de. Ouais. Moi j'ai hâte de voir Sunfall. Vu le four que c'est, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est voilà, les gens, je pense qu'ils ont senti que c'était de la merde. La preuve, c'est qu'il est en train de s'effondrer. Je pense que c'est aussi une belle image de ce qu'est le film. Hein. C'est une catastrophe. Voilà. La semaine prochaine, qu'est-ce que nous match retournerons, hein, on revient sur notre terre français avec une adaptation de Fab Caro, son banger, son chef-d'œuvre, son masterpiece, son best-seller. Zai. On va se faire l'ABA dans l'épisode qui suit et puis match retour après quoi. Voilà, hein. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Et puis voilà, les plateformes d'écoute, voilà, vous savez, les réseaux, Twitter, sociaux, Facebook, Instagram. Et puis merci de nous écouter encore et toujours. À bientôt. Salut. Et ciao. Bisous. Arrivederci. 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 Arrivederci.